Très bien. Dora, de Génie des lieux. Oui, donc bonjour à tous. Donc, Dora de Génie des lieux. Effectivement, Génie des lieux, c'est une société de conseil dans la mise en place de nouveaux environnements de travail et de nouveaux modes de travail, en mettant en place des démarches d'accompagnement au changement je dirais des collaborateurs, en passant par les managers jusqu'à à la direction d'entreprise. Et, euh, et on conseille aussi les entreprises sur la mise en place de nouveaux services de télétravail. Moi, je suis dans l'entreprise depuis maintenant 8 ans et je suis spécialisée dans l'accompagnement au changement des managers et des collaborateurs. Très bien. Merci. Élodie, de Cisco. Bonjour à tous, donc Elodie de Michelis, je travaille chez Cisco et mon rôle c'est de développer toute l'offre collaboration de Cisco sur le marché de la TPE et de la PME en France, mais aussi dans certains autres pays en Europe. Et finalement, cela va inclure cette partie collaboration chez Cisco, mais tout ce qui est téléphonie d'entreprise, tout ce qui est aussi webconférence, tout ce qui est terminaux de visioconférence ou par exemple terminaux type téléphone, et aussi le centre d'appel. Et le tout regroupé sous le nom de la marque Webex. Voilà. Super, merci Élodie. Thomas, de Bloomin. Oui, bonjour à tous. Merci Olivier de ce webinaire et de cette invitation. Donc moi, je suis cofondateur donc, de la startup Bloomin. Aujourd'hui, c'est une startup qui a 4 ans. Donc on est une plateforme à destination des directeurs des ressources humaines et des managers qui permet de mesurer l'expérience perçue des collaborateurs. Donc concrètement, on va aider par exemple les managers d'Orange à prendre le pouls régulièrement de leurs équipes, ou alors on va aider la direction des ressources humaines de la BNP à mesurer l'expérience des candidats sur leur parcours recrutement. Voilà, 2 exemples rapides de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, donc Bloomin a 4 ans, on a un peu plus de 100 clients et plus de 200 000 collaborateurs qu'on a déjà interrogés. Super. Écoutez, merci beaucoup. Alors moi, je suis vraiment ravi parce que je trouve que le panel d'intervenants est vraiment très très hétérogène. On va pas parler que d'outils, on va pas parler que d'organisation. On a vraiment une vision qui va être très très globale. Et pour finir les présentations, parce que je ne me suis pas présenté jusqu'à présent, donc moi je suis Olivier Mouisseau, cofondateur de Digimium. Et Digimium, nous, on est une entreprise qui est spécialisée dans les outils de télétravail. Donc on travaille avec les entreprises pour intégrer des outils, notamment en partenariat avec Cisco, sur la partie téléphonie d'entreprise ou visioconférence en cloud. Donc effectivement, on a été très très sensible à ce qui s'est passé ces derniers mois parce que ça a forcément eu des impacts très forts chez nos clients. Alors, pour commencer, on va commencer donc d'abord par la partie enseignement. Donc, quels enseignements on peut tirer de cette crise? Et je voulais savoir, déjà avant de se lancer là-dedans, comment chacun de vous, dans vos entreprises, comment vous avez vécu le confinement et comment vos sociétés ont traversé cette crise respectivement. Donc, peut-être, je sais pas, Thomas, tu viens de parler, peut-être tu peux nous expliquer un peu comment vous l'avez vécu. Oui, super. Alors, d'abord, il y a eu une première phase, j'ai envie de dire, de choc. Très clairement, quand on a vu arriver cette crise, ce confinement, on s'est tout de suite posé la question de quel allait être l'impact sur notre business, sur nos collaborateurs. Et là, on s'est tous véritablement mobilisés, on s'est mis en mode crise, parce que évidemment, il a fallu qu'on regarde tous les scénarios possibles pour savoir quel allait être l'impact. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est cette première phase. Elle a été assez rapide. Je pense finalement probablement qu'en 2 semaines ou 3 semaines, on est passé à la deuxième phase. On s'est aperçu assez vite, hein, nous, que en analysant l'impact du Covid, que finalement, ça pourrait être une opportunité pour nous. Et d'ailleurs, ça a été le cas. En fait, on a multiplié par 2 notre business pendant cette période-là. Mais pour réussir à faire tout ça, c'est qu'on a fait une deuxième phase où en fait on s'est tous mobilisés en se donnant des projets communs, des objectifs communs, en essayant de donner du sens, en étant très transparent avec les collaborateurs, en se réorganisant aussi. Donc ça a été par l'achat de matériel. On a changé toute notre organisation. Voilà. Et puis maintenant, on est aussi maintenant on arrive dans une troisième phase où on se pose la question de c'est quoi demain? Comment est-ce qu'on s'organise?
Comment est-ce qu'on revient au travail petit à petit? Est-ce qu'on a la même organisation? Est-ce qu'on garde nos locaux? Est-ce qu'on les agrandit? Voilà, toutes ces questions-là. Super. Dora, peut-être chez Une des Vieux, comment vous avez vécu les choses, vous? Alors c'est vrai que je rejoins, on a vécu différentes phases en fait, en fonction des mois et de l'avancée du confinement et aujourd'hui avec le retour au bureau, et je pense que ça rejoint à peu près ce que disait Thomas. Je pense que un des grands points, c'est que on était déjà nomades. En fait. On a déjà un métier qui se prête au fait de travailler d'un peu partout. C'est aussi ce qu'on apporte comme conseil auprès des entreprises, de pouvoir travailler en tiers-lieu, de pouvoir travailler en télétravail. Donc, on avait à disposition les outils, le management, les process, l'organisation pour pouvoir le faire. Donc, ça a aidé. Pour autant, télétravailler 5 jours sur 5 avec les enfants à la maison ou travailler aussi pour nous sur plan, sans double écran, etc. Ça a entraîné des complications et un besoin de coordination et parfois une surcharge de travail avec, je dirais, un axe beaucoup plus fort en termes de coordination. On passait beaucoup plus de temps à devoir se coordonner, se comprendre. Et je pense un trop-plein à un moment donné aussi des collaborateurs de passer tout leur temps sur leur écran et de ne pas avoir de moments de détente, d'échange avec un autre être humain que dans leur famille, et que ce soit possible que par ordinateur ou que par téléphone. Donc finalement, on arrive au bout du confinement avec l'envie de se retrouver, de retourner au bureau tout simplement pour voir aussi ses collègues et entrer dans une nouvelle phase où on peut faire plus de place à ces spontanéités et cette rencontre humaine. Très bien. Élodie, Lionel, vous avez des choses à partager Bah, aussi? ça ressemble un petit peu à ce que vient de dire Thomas et Dora. Nous aussi, il y a eu plusieurs phases. La première, lorsqu'on est rentré dans le confinement, on était assez confiant, assez curieusement, mais tout simplement parce qu'on avait déjà avant le confinement à peu près un quart du staff qui était en télétravail. Et moi-même, je suis une semaine sur deux à Paris, une semaine sur deux dans le sud. Donc, quelque part, on avait un petit peu déjà l'habitude de travailler à distance. Du coup, ce qui s'est passé tout de suite après, c'est un mélange d'inquiétude et d'enthousiasme parce que on a été submergé par la demande, c'est-à-dire les usages ont fait en moyenne 5 x 5. On a un outil de visio qui est utilisé dans le cadre de projets. Celui-là, il a fait x 20. Et donc, on s'est dit, c'est super. Tout le monde réalise quels peuvent être les bénéfices de l'utilisation d'un outil comme le nôtre. Mais on s'est dit, est-ce que ça va tenir? Donc, dans l'urgence, on a dû faire des ajustements sur notre infrastructure, etc. Donc, on est très content, c'est passé, c'est super. Et donc, la troisième phase, c'est celle qu'on vit actuellement, c'est-à-dire on a passé à peu près 3 mois à distance, on n'a toujours pas réouvert les bureaux. On observe des comportements très différents. En fait, certains sont très à l'aise de poursuivre en confinement, en télétravail. D'autres souhaiteraient revenir un peu au bureau, 2-3 jours par semaine. D'autres complètement parce que l'équipe leur manque beaucoup. Bref. Et là, donc, on sent quand même un besoin de cohésion, revenir, renaître. Mais pour le futur, c'est sûr que les choses, vous parliez tout à l'heure d'entreprise d'avant ou d'après, là on est en train avec mon associé de voir quel est le schéma le plus adapté pour poursuivre et c'est pas le même que tout le monde vient au bureau 100% du temps. Donc ça a bien changé, ouais. Et Élodie, chez Cisco, là? Bah, juste ce que j'ajouterais peut-être par rapport à ce qu'on a dit, c'est que nous, on n'a pas vraiment eu cette partie phase choc, puisque vu qu'on commercialise déjà ces outils, etc., on est habitué à faire du télétravail et c'est pas quelque chose, alors forcément, ça a impacté nos vies parce qu'on est passé peut-être de 1 jour de télétravail à 5 jours, mais par contre, on n'a pas eu cette zone de ah, comment on fait, tout était déjà prêt, donc ça, c'était un vrai avantage, je pense. Côté entreprise, par contre, là où on a dû essayer de trouver des solutions, c'était pour tous les événements qu'on avait déjà programmés pour l'année en cours, soit en France, mais aussi à l'étranger, dans tous les pays dans lesquels on est. Il a fallu les repenser. Alors, on a dû en annuler certains, hein, bien sûr, comme toutes les entreprises, mais on a aussi pu organiser des événements virtuels
Et finalement, on a constaté que ça marche plutôt bien, qu'on a moins de no-show, donc des personnes qui s'inscrivent et qui ne viennent pas ensuite. Et ça a été plutôt un point positif de se dire on ne peut pas faire l'événement, comment on le pense différemment. Et du coup, en le pensant différemment, on voit qu'on a quand même un résultat positif qui est on a plus de personnes qui sont présentes. D'accord. Ouais, donc il y a quand même c'est intéressant de voir que vous avez tous établi justement qu'il y avait différentes phases. Ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est qu'il y a un constat fort, c'est quand même l'importance du facteur humain et justement la sensation de manque qu'ont eu les collaborateurs. Vous, chez Bloomin, Thomas, comment parce que vous avez quand même beaucoup de données, vous, justement ces feedbacks du terrain, qu'est-ce qui ressort de cette thématique-là chez vous? Ouais, alors Olivier, c'est intéressant. D'abord, il y a un premier constat, c'est que les entreprises ont bien compris que elles avaient besoin d'écouter leurs collaborateurs. Donc, globalement, on a eu beaucoup plus de demandes et ça, c'est intéressant puisque finalement, on voit que les entreprises ont été de leurs collaborateurs et voulaient savoir comment elles vivaient ce confinement, ce nouveau mode de travail. Et là, aujourd'hui, elles sont en train d'interroger leurs équipes sur comment est-ce qu'on revient au travail. Donc, il y a un vrai besoin, une vraie demande de la part des entreprises sur cette écoute. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi une interrogation sur la fréquence. Les entreprises qui avaient tendance à interroger leurs collaborateurs parfois tous les trimestres ou voire tous les ans, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été à les interroger jusqu'à toutes les semaines. Donc ça, c'est aussi une tendance forte. Du côté des collaborateurs, il y a eu un vrai besoin de s'exprimer. Nous, on a constaté qu'en moyenne, on avait 10% de taux de répondants de plus, 10 points de plus que d'habitude. Donc là, les collaborateurs étaient contents. Il y avait un vrai besoin. Après, il y a des situations qui sont évidemment très différentes entre ceux qui étaient en chômage partiel et ceux qui étaient finalement continuer leur activité en télétravail. Ceux qui étaient en télétravail, en fait, à plus de 80%, ils vous disent qu'en fait, ils ont envie de continuer en télétravail. En tout cas maintenant. Donc, et ça, en fait, la question, elle est plutôt dans les prochains mois, est-ce que vous voulez continuer en télétravail? Ils disent oui, oui, là, à 80%, on veut continuer. Et si on doit revenir, on veut plutôt revenir un jour ou deux au maximum. C'est assez différent pour ceux qui étaient en chômage partiel ou qui ne travaillaient pas. Eux, là, en revanche, il y avait une vraie volonté de pouvoir revenir bosser. Donc, je pense notamment à tous ceux qui étaient dans la distribution. Quand on a été interrogé des vendeurs, ils étaient super contents que leur boutique à nouveau ouvre et de revenir travailler. On a constaté que pendant toute cette période de confinement, finalement, le moral, il était plutôt bon. Donc, il n'y avait pas du tout un catastrophisme de la part des collaborateurs à se dire que tout le monde avait le moral dans les chaussettes. Au contraire, c'était même plutôt meilleur que ce qu'on pouvait constater en temps normal. Alors, je mettrai un petit bémol, c'est qu'en ce moment, on constate un léger essoufflement, parce que finalement, on est un peu entre deux. C'est-à-dire que pendant un moment, il y avait toute une période de résilience où on n'avait pas le choix, on était obligé, on était en mode survie, et donc de toute façon, ça nous allait bien, et on était capable de faire face à n'importe quelle situation. Là, on voit bien qu'on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on va revenir au travail, comment, dans quelle situation. Et donc, il commence à y avoir pas mal de doutes de la part des collaborateurs. Donc, il faut voir si cet essoufflement il continue dans la durée ou pas. Voilà, donc ça c'est un point qui est intéressant. Il y a un point, moi, qui est un point d'alerte, en revanche, c'est que oui, il y a eu beaucoup d'échanges entre les collaborateurs entre eux, beaucoup d'échanges entre les collaborateurs et leur management. Mais en fait, quand vous leur demandez est-ce que le management a changé ses façons de travailler, il n'y en a que 25% qui répondent que le management a véritablement changé. Donc, autant sur une période de résilience, je pense que ça va bien. Si en revanche, on n'adapte pas son mode de management, sur la durée, il est possible qu'il y ait un certain nombre de dégâts de la part des collaborateurs. Et dernier point, c'est qu'évidemment, il peut y avoir une perception qui est très différente en fonction de comment enfin j'ai envie de dire des conditions matérielles dans lesquelles vous avez vécu ce télétravail. Évidemment, c'est pas la même chose de faire du télétravail chez soi avec un jardin et de l'espace et un bureau
versus quelqu'un qui est dans 25 mètres carrés avec 2 enfants et qui, là, est plutôt en mode à péter un câble. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que c'est une question que je voulais poser à Dora, parce que sur la partie aménagement de l'espace de travail, on parle de l'aménagement, il va falloir revoir un peu l'aménagement des espaces actuels, mais également peut-être l'aménagement des espaces de travail en télétravail. Et ça, comment vous l'avez appréhendé chez Génie des lieux, Dora? En fait, concrètement, nos clients, au début, sont venus nous voir à propos de la mise en place des règles de distanciation. Donc, la première demande, elle était liée tout simplement à l'hygiène et la sécurité sanitaire de l'ensemble des collaborateurs. Et on pouvait se dire, ça va être ça les impacts sur l'aménagement, mais on voit bien qu'on en a vite fait le tour. Une fois qu'on a mis en place le minimum de règles nécessaires, on passe vite à d'autres questions. Et c'est un peu, je dirais, la même chose à la maison, parce que le fait d'être en télétravail, c'est aussi de laisser la possibilité aux collaborateurs de choisir l'aménagement, l'organisation, la façon de travailler qu'ils souhaitent. Donc certains aiment bien travailler dans un bureau, d'autres préfèrent travailler sur un canapé. Donc je dirais que c'est propre à chaque individualité. Donc tout de suite, de l'aménagement, on va très vite passer aux questions sur quelles sont les bonnes conditions de travail, quelle est la réalité des pratiques quotidiennes de travail. Et on voit que les enseignements qu'on peut avoir sur les espaces ne sont pas du tout déconnectés des enseignements sur l'organisation, les pratiques. Et donc, on revient régulièrement, que font les collaborateurs quand ils travaillent? Est-ce qu'ils travaillent plutôt seuls? Est-ce qu'ils travaillent en collectif? Quel type de management ils ont? Donc, en fait, je dirais que l'un des premiers éléments, c'est que les collaborateurs ont pu passer plus de temps, globalement, seuls. Donc, puisque plus de temps en télétravail, ce qui était une des vertus recherchées par les collaborateurs dans leur demande de pratique de télétravail dans les grandes entreprises, c'était j'aurais besoin de plus de concentration et chez moi, j'ai l'impression que je vais plus l'obtenir. Bon, avec 3 enfants à la maison, c'est pas toujours une possibilité, mais bon, disons en s'isolant dans la chambre ou dans un salon, etc., ça peut offrir plus de possibilités. En tout cas, ça isole des autres collaborateurs de l'entreprise. Donc, un des grands enseignements que l'on retire pour ces aménagements, c'est qu'on va se poser la question, qu'est-ce que les collaborateurs vont avoir besoin de faire quand ils vont venir au bureau? Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire des aménagements pour les bureaux? Et on le voit bien dans ce qu'on a dit depuis le départ, et même je pense que tout le monde le ressent. Si vous vous demandez combien de jours par semaine vous voulez retourner au bureau, et ce serait pour quoi faire? Et la réponse qui revient régulièrement, ça c'est pour retrouver mes collègues, échanger avec mes collègues. Pourtant, échanger avec les collègues est possible à travers les outils. Donc on recherche quelque chose d'autre en retournant au bureau, quelque chose de plus informel, de plus spontané que ce que les outils nous permettent d'avoir. On peut avoir un travail très organisé, mais pour autant faire une blague à un collègue, demander de l'aide de façon spontanée, à distance, on voit bien que ça baisse largement, ou même c'est plus du tout le cas. Donc en fait, ça pose la question de la place, je dirais, des espaces individuels, des espaces collectifs plus formels, type salle de réunion, et des espaces informels au sein des espaces de travail. Si demain on se dit que tous les collaborateurs finalement vont tous beaucoup plus pratiquer le télétravail, pas du tout dans les conditions du confinement, c'est-à-dire sans leurs enfants, potentiellement, pour ceux qui sont retournés à l'école, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cette possibilité de faire toutes les activités individuelles chez eux, ou une bonne partie. Et donc, quand ils vont revenir au bureau, ce qu'on va devoir démultiplier, c'est plutôt les modes de travail collectifs et donc les espaces de travail collectifs. Et encore une fois, comme les réunions ou les moments formels peuvent se faire à distance, comme on est en train de le faire maintenant, par contre, l'informel ne pouvant pas facilement se faire à distance, c'est plus ce qu'on va retrouver. Et donc, ça pose la question de se dire, mais est-ce que ça devrait signifier que le bureau, demain, c'est que des canapés, des espaces d'échange, café? J'insiste volontairement, j'exagère volontairement, mais je pense que ça pousse un peu des portes et des clichés qu'on avait jusque-là sur le fait de travailler ou ne pas travailler dans un espace informel, de se dire, bon, on n'est quand même pas à la maison ici, hein, on est là pour travailler. En France, on a beaucoup de freins au développement de ces espaces informels. Et finalement, demain,
ce sera peut-être le cœur du bureau, le cœur du sens sur mon déplacement jusqu'au bureau, c'est de pouvoir échanger informellement avec mes collègues et que du coup, l'espace soit adapté plus à ça qu'un alignement de poste de travail. Ouais, c'est intéressant. Et alors, il y a aussi cette partie que tu évoques, Dora, sur la partie outils, parce que effectivement, on a eu beaucoup de liens les uns avec les autres, comme on est d'ailleurs en train de le faire actuellement à distance grâce au digital et aux outils. Et on voit en fait l'importance qu'a eu le fait de réussir sa transformation digitale pour pas mal d'entreprises, parce que les DSI en fait ont équipé les collaborateurs pour leur permettre de travailler encore à distance, de collaborer et d'échanger. Et alors donc là, c'est vrai que Lionel et Elodie, vous êtes vraiment plus, vous avez cette expertise justement sur les outils. Lionel sur la partie travail à distance, travail collaboratif à distance. Qu'est-ce que vous avez constaté vous sur l'adoption de ces outils justement, et quelle est votre conclusion là sur la période, Lionel? Eh bien, bon, comme je le disais un petit peu plus tôt, les usages ont explosé en fait sur les clients actuels. Mais les clients actuels, en fait, ou les clients avant confinement, ce sont des entreprises qui avaient déjà opéré leur transformation digitale, qui avaient déjà eu le temps de s'installer dans ces nouveaux modes de travail, de se familiariser avec les outils, bien évidemment, mais aussi un mode de management un peu différent, avec un peu moins de contrôle, basé un peu plus sur la confiance, un mode un peu plus horizontal, très collaboratif. Et puis ensuite, pendant le confinement, on a vu aussi des gens en panique, hein. Il nous faut absolument quelque chose pour télétravailler, pour partager du contenu, pour coordonner les travaux, etc. Et alors ceux-là, je dirais, s'en sont sortis comme ils ont pu et ont dû apprendre dans l'urgence. Donc tout n'étant sans doute pas parfait, on voit qu'ils sont très très demandeurs, au-delà de l'outil, d'accompagnement. Euh, et mais globalement, on voit aussi une forme de regret au travers de ces sociétés-là qui regrettent de ne pas avoir fait le pas avant le confinement. Bon, après, ce qui est aussi des attitudes un peu hâtives par moment où on a tendance, même au niveau professionnel, à opter pour des solutions gratuites qui sont pas toujours les meilleures options pour lorsqu'on est dans un cadre professionnel. Bon, je parle là des failles de sécurité, de choses comme ça, ou de l'utilisation des données personnelles. Bon. D'accord. Et chez Cisco, alors Elodie? Ouais, je pense qu'il y a deux types finalement d'entreprises. Il y a des premières entreprises qui étaient plus ou moins préparées, et d'autres qui l'étaient pas. Du coup, dans le cas où l'entreprise est préparée, ben, le collaborateur a aussi moins d'appréhension à utiliser les technologies pour échanger et pour continuer de travailler. Et dans le cas où ben, ça n'a pas encore été mis en place et c'est peut-être mis en place un peu rapidement pour que les collaborateurs puissent assurer un travail qu'ils avaient l'habitude de faire plutôt en physique, ben là, c'est un peu la panique. Et finalement, c'est pour ça aussi que nos deux sociétés travaillent ensemble, Olivier, et c'est pour ça que chez Cisco, on a des partenaires comme Digimium. C'est pour qu'une fois que la technologie est choisie, de dire, OK, Cisco Webex, c'est la solution qui va me permettre de faire, par exemple, de la visioconférence pour mon interne ou pour mes relations externes avec des partenaires ou des clients. Et ben, il faut on va dire, un partenaire de confiance qui va venir accompagner la DSI ou accompagner l'entreprise qui fait l'acquisition de cette nouvelle solution pour que la solution soit adoptée et la solution soit diffusée et utilisée dans l'entreprise. Parce que je peux prendre par exemple un exemple. Un jour pendant le confinement, mon père m'a appelé, m'a dit, Elodie, cet après-midi, j'ai un meeting en visio, je ne sais pas comment faire. Alors, c'est pas lui qui avait organisé la réunion, mais il avait déjà cette solution qui était disponible. Il ne l'avait jamais utilisée parce que jamais le besoin auparavant de discuter avec des personnes qui n'étaient pas proches de lui, ou alors il appelait via le téléphone. Et là, ben, il s'est retrouvé un peu démuni finalement face au fait qu'il devait cliquer sur un lien pour rejoindre une réunion. Donc c'est vrai que c'est pour ça que l'accompagnement, vraiment, et j'insiste là-dessus, l'adoption de la solution auprès des utilisateurs finaux est super importante pour permettre ben, finalement un télétravail, on va dire, en douceur
et accompagner les personnes en télétravail. D'accord. Et alors, si on, parce que là, on a parlé pas mal aussi de la vision des dirigeants et des entreprises. Euh, Lionel, sur la partie utilisateur, est-ce que vous avez des feedbacks sur comment ça a été perçu? Est-ce qu'il y a eu, par rapport à l'assiduité, par rapport, je sais pas, à la ponctualité sur les réunions, etc., est-ce qu'il y a eu des changements d'attitude et d'habitude par rapport à ces outils? Il y a on voit ça de notre prisme, hein. Donc on le voit, il y a deux prismes différents. Notre cas en tant qu'entreprise et ce qu'on observe comme comportement chez nos clients. Mhm. Globalement, c'est sûr que avant et après confinement, le temps de connexion a complètement explosé. On voit aussi que les gens avaient tendance à se connecter plus tôt et avoir une pause déjeuner plus faible. Enfin, en gros, du travail plus compact. Euh, et c'est vrai que en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu nous en interne aussi, quoi. Euh, Après, vous dire, est-ce que là, sur la partie ponctualité, etc., donc j'ai pas suffisamment de données sur nos clients pour vous dire les gens ont été plus ponctuels. Pour ce qui nous concerne, euh, en fait, il y a eu des transformations. Il y a eu plein de comportements différents. Il y a des gens qui ont eu tendance à s'isoler. Il y a des gens qui ont eu tendance à communiquer plus que d'habitude, à solliciter, à poster plus. Euh, Après, là, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent rester en télétravail, d'autres qui veulent revenir. Enfin, tout ça, c'est très variable, quoi. Euh, euh, donc, je dirais, c'est ça, elle est là, toute la difficulté de l'exercice. Il y a aussi pendant le confinement, où il y a une réflexion que je voulais, enfin, quelque chose auquel on a pensé qui est assez marrante, c'est certains m'ont demandé, mais pourquoi on garde les bureaux, en fait? Parce qu'on voyait que ça marchait bien, etc. Et en fait, parce que ça coûte cher, les bureaux, on m'a dit. Ah oui, oui, ça coûte cher. Et en fait, je me suis dit, enfin, dans la discussion, on a commencé à se dire, mais ce budget-là, pourquoi on ne l'utiliserait pas dans la mesure où les gens veulent revenir au bureau, surtout pour se retrouver et reconnecter socialement? Pourquoi on ne prendrait pas, en gros, le montant du loyer et financer des événements de team building une semaine par mois? Je l'ai vu ça aussi. Ouais. Voilà, donc ben au milieu du confinement, je trouvais ça top. Maintenant, je trouve que enfin, on n'est pas encore prêt à le faire, mais enfin, c'est le genre de choses qui sont passées par la tête des uns et des autres pendant le confinement. Ouais, et c'est vrai que le télétravail, en fait, il s'est imposé en fait un peu par la force. Et comme disait tout à l'heure Dora, il y a effectivement, bon, moi étant papa, je l'ai aussi moins vécu comme ça, comme ça a été très compliqué de le vivre avec des enfants. Faut pas oublier qu'on était en plus enfermés, donc on n'avait pas de vie sociale par ailleurs. Donc c'est vraiment très spécial et inédit, hein, la façon dont on l'a vécu. Mais et je pense que c'est peut-être bien de reboucler sur la question là, que tu poses, Lionel. Finalement, le rôle du bureau, donc Dora, tu l'as expliqué. Thomas, comment toi tu le vois, toi, le rôle du bureau dans les mois qui viennent, et quelle est la bonne formule selon toi entre télétravail et bureau? Euh, Tout à l'heure, il y a un chiffre que je n'ai pas précisé, c'est que quand on demande sur le long terme, est-ce que vous pensez il faut aller vers plus de télétravail? Il y a une très très grande majorité, en tout cas des collaborateurs, qui disent que ils veulent aller vers plus de télétravail. Alors, pas forcément à 100%, mais ils ont tous envie de faire plus de télétravail. Et ce qui était perçu comme souvent impossible dans les entreprises, hein, pendant très longtemps, on a dit le management et les directions ont dit non, le télétravail, c'est juste pas possible, ça marchera jamais. C'est vrai que c'est aujourd'hui difficile pour tous les dirigeants de dire ben non, ça ne peut pas marcher, hein, puisque là, on a 4 mois qui prouvent que grosso modo, ça a quand même fonctionné. Donc cet argument-là, il est balayé d'un revers de main. Donc maintenant, il va falloir que les entreprises trouvent le juste équilibre entre être 100% en télétravail ou probablement faire un mix des deux. Moi, j'aurais tendance à dire que il faut aller vers du digital, hein. Enfin, c'est un peu comme le e-business, hein, le digital. Ce qui est idéal, c'est à la fois je peux commander en ligne, mais je peux aussi aller en boutique regarder. Bon,
Voilà. Ben là, c'est un peu la même chose. Peut-être que l'organisation de demain, finalement, c'est un triptyque. C'est à la fois, je peux travailler chez moi, je peux travailler dans un espace de coworking, parce que ça aussi, ça peut être une solution. Et puis, ben, de temps en temps, je vais aller recréer du lien social avec les équipes. Ce qui est absolument clé, hein. C'est vraiment ce qui manque quand vous demandez aux collaborateurs ce qui leur manque, c'est ça, c'est le lien social. Et ça, ce lien social, à distance, c'est quand même plus compliqué. C'est sûr que, par exemple aussi, ce qui ne s'est pas passé pendant cette période-là, c'est qu'il y a eu très peu finalement de recrutement ou de nouvelles personnes à intégrer. Donc, les personnes, elles étaient déjà là, le collectif, il existait déjà. Mais demain, quand il va falloir recruter des nouveaux collaborateurs, un nouveau collaborateur qui arrive, si vous ne changez pas tous vos process, il risque de se retrouver très rapidement isolé. Vous allez probablement peut-être jamais l'inclure et il ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, il se dira mais c'est quoi cette boîte? Je ne les connais pas et je m'en vais. Donc, il faut tout repenser. Lionel? Oui, je voulais juste. Il se trouve que j'ai eu 2 recrutements, deux nouvelles personnes qui sont arrivées pendant la période de confinement. Et donc, c'est des personnes que j'ai jamais vues en personne. Et c'est vrai que je me soucie un peu de leur intégration dans le reste de l'équipe. Et donc, c'est vrai que dans un schéma où il n'y a plus de bureau, ça peut poser problème. Et je voulais dire aussi que la période de déconfinement va quelque part nous forcer à imaginer ce que ça va être après. Tout simplement parce que là, nous, on pense à rouvrir nos bureaux à Paris, c'est une trentaine de personnes. Je ne peux pas faire revenir les 30. C'est pas possible, il n'y a pas assez de place. Enfin, on ne peut pas assurer les contraintes de 4 mètres carrés par personne. Donc, il va falloir que je fasse des groupes et que je fasse une rotation. Donc là, j'aurais besoin, j'ai déjà commencé, mais je vais demander aux différentes personnes de l'équipe vous souhaitez. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de contraintes, c'est-à-dire je ne vais pas dire c'est jusqu'à telle date, etc. Enfin, on va laisser le maximum de flexibilité. Mais ça va faire dégager des tendances. Donc là, en fait, ce qui est très délicat, c'est quand même de laisser le truc complètement open. Donc là, on s'oriente vraiment sur ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, c'est du digital, enfin, c'est de l'hybride. Il y aura forcément du télétravail et forcément de la présence au bureau. Pour tout le monde, sauf les rares exceptions qui avaient déjà commencé du télétravail à 100% pour des contraintes perso, quoi. En fait, si je peux... Oui, bien sûr, Dora, vas-y. Et pour compléter ce que je disais tout à l'heure et rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, en fait, le lien social entre les collaborateurs, il est directement lié à la performance et pas uniquement à la motivation ou à l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. On a des impacts directs sur la performance. On le voit nous, par exemple, sur le développement du mode projet. Donc, tout simplement, le pourcentage d'activité collaborative des collaborateurs aujourd'hui, la moitié du temps des collaborateurs en temps de travail, c'est de l'activité collaborative. Pour que des personnes travaillent bien ensemble, je veux dire par bien ensemble, c'est dans un timing ficelé, en produisant quelque chose bien défini selon des termes de performance, on voit que les résultats sont bien meilleurs quand les personnes se connaissent. Et c'est pas simplement se connaître, être croisés dans les bureaux, c'est avoir appris à travailler ensemble, comprendre quel est le parcours de la personne, régulièrement échanger avec cette personne. Donc c'est à la fois avoir des moments de pause avec cette personne, mais aussi avoir des moments de travail côte à côte, ensemble, pour vraiment comprendre comment l'un et l'autre fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on arrive aux collectifs les plus performants. Donc pour moi, on ne peut pas arriver à une fin du bureau, et d'ailleurs on le voit, l'ensemble des indépendants ont quand même recherché des espaces de coworking, donc on voit que c'est à ses limites de travailler seul, et qu'on est beaucoup plus performant quand on agite nos idées tous ensemble, et on est encore plus performant quand on agite des idées tous ensemble avec des personnes que l'on connaît bien et dont on connaît les complémentarités de nos compétences par rapport à ces personnes et leur mode de fonctionnement. Et donc, nous, on l'a vu que d'intégrer des nouvelles personnes dans des équipes pendant le confinement, c'était très difficile et on avait un rouage beaucoup plus lent, beaucoup moins de performance au travail. Oui, c'est intéressant aussi, Dora, parce qu'effectivement, quand on voit
la dynamique qui s'inscrit dans les équipes qui sont en flex office, qui plus est, étaient déjà outillés pour travailler à distance, mais finalement venaient au travail et choisissaient avec qui ils allaient travailler dans la journée en se plaçant eux-mêmes le matin dans les locaux en arrivant. On voit là justement le bénéfice que ça a apporté en termes de collaboration, de créativité. Et donc ça a son sens en fait d'imaginer que le bureau, c'est clairement le bureau à l'ancienne fermé, avec la porte fermée et le nom inscrit sur la porte. Celui-ci, ce monde-là, on peut imaginer qu'il est pour le coup qu'il va être révolu, mais que c'est vraiment des espaces dans lesquels on va venir pour à la fois de la convivialité, mais aussi de l'informel pour trouver de l'aide quand on a besoin d'aide d'un collaborateur. Et c'est ce type de bureau que vous imaginez, vous, chez Génie des lieux, quoi. C'est un format sous ce type. Oui et non. D'accord. Dans le sens où un aménagement de bureau en flex office, avec liberté de s'installer à n'importe quel étage et sur n'importe quel plateau, ou un open space de 500 personnes, peut-être, j'exagère volontairement, hein, bon, disons 200 personnes, peut être aussi néfaste en termes de collectif et d'apprentissage et de fonctionnement avec les autres que un alignement de bureaux closés. En fait, ce qui va compter, c'est l'échelle de l'équipe doit pouvoir être maintenue dans les bureaux si on veut retrouver ces collectifs qui se connaissent, si on veut retrouver ce lien social. Il ne faut pas trop exagérer les échelles à la fois de petite taille, c'est-à-dire un alignement de bureaux individuels, comme des échelles de trop grande taille avec finalement 200 personnes dans un open space qui n'osent pas parler parce qu'en fait, dès qu'elles parlent, ça s'entend complètement à l'autre bout et qu'ils ne se connaissent pas tous sur les 200 personnes. Ils ont peur de gêner, etc. Donc, des espaces ou des territoires d'équipe de taille intermédiaire permettent de garder ce collectif, même dans les grandes entreprises, et donc de retrouver des dimensions plus correctes qui vont pousser donc à aller plus loin sur l'équipe, à oser se faire des blagues. Et on a vu cette perte au fur et à mesure aussi sur les open space, la diminution de la blague en rythme quotidien, peut-être moindre aussi. Et voilà, cette blague aide à la performance, aussi bizarre que ça puisse paraître. Juste pour un seul chiffre qui boucle avec ce que vous dites, Dora. Dans WIMI, donc on crée des espaces de travail liés à un projet. Donc les gens décident de créer, enfin, ils créent finalement un espace commun pour traiter un sujet en équipe. Le nombre moyen de participants dans un espace de travail, c'est 8 personnes. Je donne peut-être un ordre de grandeur de la taille des regroupements un peu, comment dire, standard ou qui peuvent être peut-être proches du bon compromis entre être tout seul et être 200 dans un open space, quoi. Après, c'est vrai que dans les territoires, quand on parle, nous, de territoires d'équipe, on dépasse rarement 50 personnes. On est de 20 à 50 personnes. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être des espaces ouverts, plusieurs espaces ouverts de 50 personnes, mais qui est des territoires et dédiés à certaines équipes, et que ce soit un minimum délimité pour qu'il y ait cette sensation en fait, effectivement d'attachement. Et voilà, ça peut être 8, mais on voit, nous, que jusqu'à 50, on arrive à garder cette dynamique et cette proximité entre les personnes. Au-delà, ça commence à être difficile. Et alors après, ça me fait penser à ça. Effectivement, la blague et l'humour, c'est fondamental pour créer un esprit de corps. Nous, on voit que, en tout cas, là, je parle plus pour l'expérience que nous, on a chez Digimium, on utilise les outils WebEx pour la partie space de collaboration, et où en fait, il y a énormément d'humour avec des gifs, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on projette les choses. Et ça me fait penser après au sujet que je voulais qu'on évoque également, c'est le sujet voilà de ces outils. On a dit qu'ils avaient été quand même très très importants pour maintenir le lien pendant la période. Si on avait été 30 ans en arrière, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué d'arriver à collaborer que la période qu'on vient de vivre. Mais
Donc, on voit finalement que les DSI qui avaient anticipé le truc et qui avaient commencé déjà leur transformation digitale et qui étaient dans des organisations qui étaient vraiment légères, ces interlocuteurs-là qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Et on voit finalement peut-être que le cloud a définitivement gagné une bataille lors de cette période, parce que tous ceux qui étaient sur des organisations on va dire techniques d'outils beaucoup plus lourdes. Et je pense par exemple à BMW qui en une semaine dans le monde a dû déployer 80 000 licences VPN pour permettre à leurs collaborateurs de travailler. J'ose même pas imaginer l'enfer que ça a été pour le DSI de gérer 80 000 déploiements en sourcing, en déploiement, en installation, ça devait être un enfer. Est-ce que vous pensez, par exemple, Elodie ou Lionel, que voilà, on doit tendre vers le 100% cloud maintenant et qu'il n'y a plus de débat sur le sujet? Clairement, le cloud, il a de nombreux avantages et comme tu le disais très bien, c'est qu'il a montré sa pertinence dans cette situation de télétravail et de confinement. Quand il y avait personne pour aller dans les locaux de l'entreprise ou quand il y avait des gros déploiements faits, des gros provisionnements et après implémentation de solutions, le cloud s'est révélé plus rapide et beaucoup plus finalement impactant que ce qu'on peut avoir généralement avec du physique ou du on-prem. Donc chez Cisco, ce qu'on essaye de faire, c'est que très souvent, on a une dualité de nos offres. Une offre qu'on va proposer en physique, qu'on va proposer plutôt en cloud. Et on a encore beaucoup de clients qui aiment avoir ce contrôle total sur leur infrastructure. Par contre, très clairement, ce confinement montre la limite un peu de ce modèle-là. Et déjà qu'on avait une accélération sur les clients qui étaient de plus en plus nombreux à demander des services cloud parce qu'ils considèrent que, par exemple, faire de la téléphonie ou faire de la visio, c'est pas leur cœur de métier, c'est pas ça qui leur rapporte de l'argent. Donc, du coup, c'est des services qui doivent externaliser. Donc, ça, c'était déjà une première tendance. Mais avec le confinement qu'on a subi, je ne sais pas si on va arriver au 100%, mais en tout cas, il va y avoir un pourcentage beaucoup plus élevé dans les années à venir de clients qui vont souscrire à des services cloud. Et c'est ce qu'on voit aussi dans notre façon de consommer au quotidien avec l'économie digitale, avec le fait que maintenant, au lieu d'acheter des livres, on va sur Audible, on va plus acheter beaucoup de CD, on les écoute sur Spotify, etc. Donc finalement, ce chemin, on va dire, vers le cloud dans le monde de l'entreprise, il est aussi appuyé par ce qu'on fait dans le monde personnel. Et là, très clairement, encore plus accéléré par le confinement et la crise qu'on a subie. Je peux que rejoindre ce que dit Elodie et on vend du cloud à nos clients, donc j'aurais du mal à vous dire que le contraire, que ça soit pas bon. Mais effectivement, si on regarde notre exemple, nous on est une société 100% cloud, donc on travaille beaucoup sur notre solution, c'est évident, mais nos lignes téléphoniques c'est AirCall, notre CRM il est en cloud, tout est en cloud, donc en fait on peut travailler de n'importe où, à n'importe quel moment. Ce qui se passe, c'est que donc aujourd'hui, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves, maintenant il y a la pandémie, on ne sait pas ce qui va se passer après. Il y a des modifications profondes dans la manière de manager les collaborateurs qui vont demander plus de télétravail, c'est évident. Il y a aussi, ça existe depuis plusieurs années, la plupart des sociétés ont besoin de plus d'agilité, donc on en a beaucoup parlé, de travailler plus en mode projet, etc. Donc tout ça, ce sont des bonnes raisons pour passer tout en cloud. Et les objections qui existaient jusqu'à maintenant, comme par exemple la sécurité, c'est de moins en moins vrai, parce qu'on se rend compte que avoir son serveur dans ses locaux, ça fonctionne pas là. Le 2K PME, ça marche plus, c'est encore plus dangereux. Il n'y a souvent pas de sauvegarde, de backup, etc. Là, en fait, aujourd'hui, dans les solutions cloud, vous pouvez acheter des services. Une PME peut acheter un service qui a la même qualité qu'un service offert à un grand groupe. Donc, pour quelques euros par mois. Donc, il n'y a pas besoin de s'en priver. Sur la sécurité, ça c'était une objection aussi, la sécurité des données, la confidentialité des données, ça reste encore un vrai sujet parce qu'il y a
des réglementations extraterritoriales, type Patriot Act, type Cloud Act, qui font un petit peu peur, et à juste titre, hein. Mais il y a des moyens aujourd'hui, des moyens techniques, je pense au chiffrement de bout en bout, qui permet une confidentialité absolue. Vous êtes les seuls, vous, les personnes avec qui vous partagez le contenu, de lire ces informations. Donc, il y a vraiment plus beaucoup de raisons de ne pas passer en cloud à date. Ok, écoutez, super, merci. Après, tout à l'heure, je pense à un sujet qu'on a évoqué aussi, où on parlait voilà, de l'importance de la communication pendant la période. On a pu constater qu'il y a eu quand même quelque chose assez aussi prégnant pendant ce confinement, c'est le discours que les managers ont eu avec leurs collaborateurs, ou même que les entreprises ont eu avec leurs clients, qui a été un discours vraiment de vérité, où voilà, les patrons ont expliqué la situation économique voilà, de manière très directe, sans chercher à cacher à cacher la situation. De la même manière, les entreprises, ont mis beaucoup de collaborateurs dans les services clients pour essayer d'épauler un peu cette brique de l'entreprise, et ont pu admettre qu'ils avaient des difficultés à délivrer parce que c'était compliqué, etc. Donc là, il y a vraiment eu voilà, un changement de discours. Et ça, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va rester dans l'entreprise d'après, et comment est-ce que les entreprises vont pouvoir capitaliser là-dessus, hein? Est-ce que Thomas, par exemple, comment tu vois les choses? Alors, nous, chez Blomine, alors déjà dans l'outil qu'on commercialise, il y a une grande part à la transparence. Donc, en fait, on anonymise les résultats, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on attend les résultats, ils sont pas uniquement à la direction, mais ils sont bien partagés à tout le monde. Donc ça, c'est hyper important. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que on pense que plus de transparence, c'est de la confiance qu'on donne à nos collaborateurs. C'est donc plus d'implication et c'est finalement plus de motivation. Et tout ça, c'est quoi? C'est plus de performance pour l'entreprise. Donc, finalement, on est vraiment dans vraiment un cercle vertueux où tout le monde s'y retrouve, hein. C'est-à-dire qu'à la fois le collaborateur, il est bien plus heureux, mais aussi l'entreprise. Donc ça, nous, depuis le début, de toute façon, on prône cette transparence. Effectivement, vis-à-vis de nos équipes aussi, on a été très clair. Et je pense que si vous leur dites la vérité, ils peuvent à peu près tout comprendre. Donc pour moi, il faut surtout pas que ça change. Voilà. Et c'est aussi vrai pour vos clients. Je connais pas un seul client, à part vraiment ceux qui sont super de mauvaise foi, tous les clients peuvent comprendre qu'à un moment vous ayez un bug, que vous ayez un peu de retard, mais il faut lui expliquer. Évidemment, lui montrer que vous comprenez aussi sa situation et vous faites tout pour le corriger. Si évidemment tout ça passe au-dessus de votre épaule, il va pas être compréhensif. Mais à partir du moment où voilà, vous lui donnez du sens, vous lui expliquez tout ça, il va comprendre. Donc cette transparence, pour moi, elle est essentielle. Ok, super. Il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose sur cette question? Ok, alors parce que là, ce que je vais vous demander maintenant, parce qu'on va passer peut-être on est à 50 minutes de séminaire, donc on va peut-être pouvoir regarder. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient passées. Tu pourras nous dire, Thomas, quelles ont été les questions pour qu'on puisse y répondre. Mais avant ça, est-ce que chacun de vous quatre, vous pouvez me résumer en une phrase ce que vous imaginez être l'entreprise d'après? En une phrase, c'est quoi pour chacun, donc? Élodie? Pour moi, ce serait que l'entreprise idéale laisserait le choix aux collaborateurs de travailler en télétravail à domicile s'ils le souhaitent. C'est vraiment lui donner les clés, lui dire, voilà, je te fais confiance, tu travailles comme tu l'entends, tu travailles comme tu te sens le plus productif, on va dire, et du coup, je te mets à disposition les outils nécessaires pour le faire. Très bien. Lionel? C'est l'entreprise 60-40. C'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je vois les choses. 60, alors, dans un sens comme dans l'autre, c'est pour ça que je ne précise pas. C'est 3 jours, Ah oui, d'accord. 3 jours en entreprise ou 3 jours à la maison. Je pense que c'est comme nous, enfin, on pense que c'est une bonne formule parce que ça préserve, enfin, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est pas, on tombe pas dans les extrêmes, donc on évite probablement les effets un peu néfastes.
des deux côtés. Donc voilà, l'entreprise 60-40. Très bien. Dora? Pour moi, c'est une entreprise qui capitalise sur cette expérience pour accompagner beaucoup plus le management, parce que tout ce que vous venez de dire sur 60-40, le fait de laisser les collaborateurs être en télétravail, c'est de travailler sur le fond du management et ce que doit être un manager dans une entreprise pour que les équipes soient réellement performantes. Super. Et Thomas, alors? Qui vraiment se préoccupe de l'expérience de ses collaborateurs, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que là, pour le coup, je pense que l'expérience, elle peut être vraiment différente d'une entreprise à une autre. Donc ça, c'est hyper important. Et une belle expérience collaborateur, c'est l'assurance d'une belle performance pour l'entreprise. Donc tout le monde y gagne. Super. Bah, écoutez, merci à vous quatre. On a essayé de dresser quand même un panorama assez large de cette entreprise du monde d'après. Peut-être je vais te laisser la parole, Thomas, pour nous dire quelles sont les questions qui ont été posées au cours du séminaire. Bien sûr. Alors bonjour à tous. Alors j'ai répertorié quelques questions. Alors j'ai une question de Philippe Golab qui s'adresse à peu près tous les intervenants. C'est quelle serait la bonne formule pour allier le côté très pratique du télétravail et garder l'esprit d'équipe et éviter l'isolement? On y a déjà un petit peu répondu. Voilà, si vous avez des choses à ajouter, vous avez la parole. On a beaucoup parlé de lien social et c'est vrai que ça, malgré le fait même qu'on ait de la visio, comme disait Dora, il y a quelque chose qui manque. Moi, j'appelle ça peut-être proximité physique, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il manque quelque chose avec ses collègues. Et le fait effectivement de faire à la fois du télétravail, parce que moi aussi, j'ai découvert aussi pendant cette période-là qu'en fait, je pouvais faire plus qu'un jour de télétravail par semaine. Je me dis qu'il va falloir quand même trouver une autre alternative si je viens moins au bureau pour voir mes collègues quand même assez souvent. Donc c'est vrai que ça peut être sous format peut-être d'un after work, se rencontrer peut-être quelque part si on n'est pas venu au bureau dans la journée. Donc c'est peut-être des choses comme ça à mettre en place en équipe, peut-être à la charge d'ailleurs du manager ou pas, ou des personnes de l'équipe qui veulent dynamiser un petit peu les relations dans le groupe. Mais je pense qu'il va falloir trouver peut-être des activités un petit peu en dehors de l'entreprise, justement, pour avoir ce côté blague et moins ce côté travail qu'on a déjà finalement avec de la visio. Aussi au fait de quand même travailler ensemble en présentiel, sans les outils, enfin, se poser vraiment la question de que font les collaborateurs quand ils reviennent au bureau et comment je peux trouver le meilleur équilibre télétravail-bureau. C'est aussi de limiter le nombre de jours de télétravail, de repasser à 5 jours sur 5, 4 jours sur 5, ou même, selon mon conseil, à 3 jours sur 5, on commence à être sur un nombre de jours très conséquent où l'équilibre peut être très difficile à trouver entre la vie d'une équipe et la vie en fait d'une personne. Donc, trouver le bon équilibre en se posant la question qu'est-ce que doit faire le collaborateur chez lui et qu'est-ce qu'il doit faire quand il vient au bureau, et de privilégier et les moments de liens sociaux et les moments de travail en commun, en mode projet, pour avoir quand même des moments de partage, de brainstorming en présentiel. On ne crée pas les mêmes choses qu'à distance et on apprend mieux à se connaître. Donc, travailler sur quelles sont les activités de l'équipe, ça sera primordial pour trouver les bonnes solutions. Moi, je voudrais rajouter, enfin, je voudrais dire à Philippe là, qui pose cette question, mais en fait, posez la question à vos collaborateurs. Ils vont vous donner probablement les 3/4 des réponses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément appliquer exactement ce qu'ils vont vous proposer, mais en tout cas, ça va quand même bien vous orienter. Et puis ensuite, vous trouvez un bon compromis entre les contraintes de l'entreprise, leurs attentes, et c'est le meilleur moyen pour que finalement tout le monde soit satisfait, parce que parfois, on peut appliquer son propre schéma de pensée en se disant c'est forcément 3 jours, 2 jours. Non, pas du tout. Enfin, vous verrez que vous avez des collaborateurs qui veulent faire 100% au bureau, d'autres qui veulent faire 100% chez eux. Voilà, et d'une entreprise à une autre, d'une équipe à une autre, ça peut changer. Donc le mieux, ça reste quand même de les interroger. Et puis après, encore une fois,
chacun fait pas ce qu'il veut dans une entreprise. Enfin, ça me paraît assez évident. Il faut pas être naïf là-dessus, hein. Ouais, l'entreprise, c'est pas forcément une entreprise à la carte, ou alors chacun est auto-entrepreneur et patron de sa boîte. Il y a des contraintes, il y a du collectif, voilà. Mais je trouve que l'idée, c'est de trouver ce bon compromis entre les aspirations des collaborateurs et puis les attentes légitimes aussi de l'entreprise. Super, merci beaucoup. Et peut-être, ouais, j'ai une question qui s'adressait à Thomas aussi, qui était dans le chat, qui n'était pas dans les questions-réponses. C'est comment Bloomin va aider les entreprises pour faire changer les 75% de managers qui n'ont pas modifié leur style de management durant la crise? Alors, en fait, déjà, la première chose, c'est qu'on va permettre aux collaborateurs, via l'outil Bloomin, de s'exprimer. Donc, toute cette donnée qu'on va récupérer, évidemment, on va la refournir dans des tableaux de bord aux managers, qui permet finalement de mesurer les irritants, de voir ce qui est très positif dans leur management, parce que là aussi c'est très français, on a tendance à regarder que les irritants, mais regardons aussi ce qui va bien pour capitaliser aussi sur ce qui va bien. On va aussi aider dans la plateforme le manager finalement à trouver du contenu pour essayer de l'inspirer, pour qu'il trouve des solutions à ces différents problèmes. Et puis, tout est fait dans la plateforme pour l'inciter à passer à l'action et à suivre ses actions. Voilà. Donc, nous, on va fournir pas mal de choses en termes d'outils. Après, souvent, il a dans son entreprise des gens qui peuvent aussi l'aider à prendre un peu de recul. Et puis, s'il n'a pas dans son entreprise ces ressources-là, il peut aussi faire appel à des entreprises de conseil qui peuvent venir en complément de notre solution pour l'accompagner, l'aider, faire du coaching et avancer. Super. Après, il y a peut-être une question un peu plus pour on va dire, soit pour Lionel, soit pour Elodie, mais qui parle de la transformation digitale. C'est ça qu'on l'a utilisé, ce terme, sans le définir. Mais quand est-ce qu'on peut dire qu'on a commencé ou jalonné notre projet de transformation digitale? Parce qu'on a dit tout à l'heure, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont finalement abouti sur leur transformation digitale. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire d'aboutir dans sa transformation digitale? Ouais, ça veut dire, ça dépend beaucoup de l'activité. Mais je pense que la transformation digitale, c'est accepter d'avoir des services qui vous rendent un peu plus agiles et qui placent plus de confiance dans, je pense, les collaborateurs. Après, il y a pour certains, ça signifie des choses beaucoup plus concrètes, hein. Ça peut être le début de la vente en ligne pour certains commerces. Bon, là, moi, je parle plutôt des boîtes de services, enfin, de ce que je connais, hein, de ce que je vois. Les clients qui nous rejoignent remettent en cause la manière dont les équipes se gèrent, puisque traditionnellement, c'est le chef de projet qui décide, c'est des prises de décision un petit peu pyramidales. Là, on voit, nous on observe des choses beaucoup plus organiques. Les sociétés, les équipes qui s'autogèrent. De ce qu'on voit, nous, c'est ça la transformation digitale. Super. Et Elodie, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Oui, pour moi, une partie de la transformation digitale, c'est aussi comment, avec le digital, on vient impacter son métier finalement. Et pendant la crise, ce qu'on a vu, on a eu beaucoup de nouveaux besoins de la part de nos clients. Donc, par exemple, on a eu énormément de besoins côté mairie, côté conseils généraux, côté conseils départementaux, pour essayer de faire des assemblées à distance et même de pouvoir voter à distance et prendre des décisions importantes qui nous concernent tous en tant que citoyens, et même de diffuser ces assemblées en live sur du Facebook, sur du YouTube, par exemple. Et donc là, on peut dire, bah oui, le secteur public, là, il vit une transformation digitale. On a eu aussi, pareil, pour la partie éducation, de nombreuses demandes de la part des instituts de formation, des universités, des lycées, pour faire de la formation à distance pour, par exemple, les lycéens qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Donc, pour moi, là, on voit vraiment des secteurs qui sont révolutionnés avec des outils digitaux et où leur cœur de métier change complètement grâce à ça. Et du moins, ils explorent de nouvelles voies grâce à ça.
C'est intéressant parce que nous, chez Digimem, on a aidé un peu à l'arrache justement une grosse mairie de 78 qui devait tenir ses conseils municipaux. On les a aidés grâce à Webex, justement, Event, là, ce qu'on est en train de faire, pour qu'ils puissent le faire et le diffuser en live sur une plateforme, parce que visiblement, c'était presque une obligation, on va dire, légale de pouvoir donner un accès libre à ces instances, en fait. Bon, bah super. Je vois pas d'autres questions. Thomas, t'as envoyé d'autres? Ou j'en ai peut-être raté, non? Non, a priori, j'ai répertorié, j'ai fait le tour. Donc, par rapport aux participants, si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant. On vous écoute. Ouais, je pense que on en a eu déjà pas mal. Bah écoutez, on a tenu en plus le timing qu'on voulait tenir. Ça a tenu en 1 heure. À nouveau, donc, un grand merci à vous 4 pour ce partage d'expérience. C'était vraiment très intéressant. J'espère que vous tous, en tant que participants, ça vous aura plu également. Sachez qu'on va vous faire parvenir par newsletter demain cette vidéo, parce qu'on a filmé ce webinaire, hein, pour que vous puissiez le réécouter, le regarder à nouveau. Et écoutez, bonne transformation dans les mois qui viennent pour devenir l'entreprise de demain. Et si vous avez besoin de contacter l'un de nos experts ou même nous-mêmes, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et pour poursuivre toutes ces discussions. Un grand merci encore et à très bientôt. Merci Olivier. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.